Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire d'aujourd'hui, nommé Les compétences d'abord, repenser le recrutement et la gestion des talents. Et c'est présenté par Cégide. Mon nom est Charles-Édouard Carrier. Je suis stratège contenu pour les événements et les affaires et je serai l'animateur pour la période de questions qui se déroulera à la fin de la présentation. Avant d'aller un petit peu plus loin, j'ai quelques informations à vous transmettre là, pour s'assurer que tout ça se déroule bien. Premièrement, donc, tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions aux conférenciers. Et il y aura deux conférenciers aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous voulez spécifier dans votre question à qui vous adressez votre interrogation. Donc, on pourra la diriger à la bonne personne à la fin. Donc, vous pouvez poser vos questions simplement en utilisant le bouton dédié à la droite de votre écran. Donc, il y aura une période, comme je disais, à la fin de la présentation pour passer à travers cette liste de questions-là qu'on aura reçues. Je précise également que vous aurez accès à la rediffusion du webinaire une fois l'événement terminé. Et en tout temps, si vous avez des problèmes d'ordre technique, vous pouvez contacter l'équipe de soutien de PQM, qui est notre diffuseur officiel. Donc, pour ce webinaire, vous pouvez le faire en cliquant sur les icônes juste en bas de la page. Cela étant dit, l'événement Les Affaires est ravi d'accueillir aujourd'hui Cégide et ses experts, donc pour le webinaire de ce midi. On le sait, on est dans un contexte qui est marqué par la rareté de la main-d'œuvre et la transformation rapide des métiers. Donc, les organisations n'ont pas le choix de repenser leur façon d'attirer, développer et fidéliser les talents. Donc, aujourd'hui, on va explorer une approche qui place les compétences au cœur des décisions en matière de gestion de ressources humaines. Et avec ça, bien, on veut bâtir des stratégies qui seront plus modernes, agiles et centrées sur le potentiel des personnes. Donc, dans quelques instants, vous aurez la chance et le plaisir d'entendre Thomas Papin, directeur des ventes chez Cégide, et Florian Pradon, consultant RH et conférencier chez Florian Pradon Conseil. Thomas Papin est le directeur régional donc, de l'Amérique du Nord et du bureau de Montréal. Il a plus de 10 ans d'expérience en vente et en développement des affaires. Il est également passionné par la création, le développement et le maintien des relations à long terme, en montrant aux clients comment les solutions peuvent être bénéfiques dans leurs défis RH. Pour sa part, Florian Pradon a accompagné près de 100 entreprises et talents dans leurs évolutions. Il est biculturel, passionné de neurosciences, de sociologie et de la place des technologies dans nos vies. Il aide les organisations à concilier performance et bien-être. Sa mission, c'est réinventer la culture d'entreprise en alliant l'épanouissement et les performances tout en questionnant les pratiques établies pour favoriser une croissance durable et des milieux de travail plus humains. Donc, on vous promet, vous serez entre très bonnes mains pour la prochaine heure. Chers participants et participantes, je vous souhaite un excellent webinaire et on se retrouve tout de suite après la présentation. Merci. Alors, Thomas et Florian, je vous cède la parole. Bon webinaire. Merci beaucoup, Charles-Édouard. Merci Charles-Édouard. Alors, tout d'abord, pour introduire, on est vraiment heureux avec Florian aujourd'hui d'avoir ce temps de parole et de pouvoir prendre le temps ce midi avec vous de converser autour de sujet des compétences, qui est un sujet central au sein des organisations. Donc, on va le voir en trois parties aujourd'hui. Et puis, l'idée avec Florian, c'est d'avoir une approche très consultative du sujet et puis d'évoquer les points importants. Et n'hésitez vraiment pas à poser des questions. On sera ravis de prendre du temps en fin de session pour y répondre. Donc, on attend de vous de la curiosité et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, la première partie va nous permettre de poser un peu le décor sur l'évolution des compétences au sein des organisations. On va profiter aussi du retour d'expérience de Florian et vraiment de toute sa connaissance RH auprès de ses nombreux clients pour bien percevoir l'intérêt de la gestion des compétences actuellement et justement déterminer pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir un pilotage centralisé de la gestion des compétences et de le rendre efficace, qui est évidemment un objectif important pour toutes les organisations. On va démarrer avec un petit peu d'histoire, je dirais, un petit retour en arrière sur l'évolution des compétences au fil des années, au fil des époques, même je pourrais dire. Puisqu'on a vu évidemment des grandes révolutions industrielles, technologiques voir le jour ces dernières années, ces dernières décennies. À chaque révolution, à chaque évolution, je dirais, à chaque changement forcé, on a vu apparaître des nouvelles compétences. Alors historiquement, l'exemple de la révolution industrielle, où on a vu apparaître des compétences autour de l'ingénierie mécanique, autour de la métallurgie, puis la révolution digitale, évidemment plus récente, autour de la programmation informatique, de l'analyse des systèmes d'information, du développement, nous a amené doucement
et j'insiste sur le fait doucement, puisque c'est des révolutions qui ont mis du temps à s'installer à chaque fois, nous ont amené vers l'ère du téléphone intelligent avec le développement mobile, toutes les compétences autour de l'expérience utilisateur, de l'expérience d'utilisation des plateformes, donc des compétences de design également qui sont venues apparaître à ce moment-là. Et évidemment, dernièrement, toute la notion d'automatisation et d'IA est venue accélérer à une vitesse encore jamais vue aujourd'hui le besoin de compétences autour de ces sujets de machine learning, de AI, de data engineering, de toutes ces thématiques, toutes ces compétences qu'on a vu apparaître très récemment et qui en effet nécessitent et font en sorte que les compétences évoluent beaucoup plus vite que ce qu'on avait vu par le passé. On est passé à travers, en effet, différentes révolutions, notamment la révolution digitale, qui avait amené un gros bouleversement. Mais là, ce qu'on voit, c'est que sur une période de temps beaucoup plus courte, on a un nombre de compétences à acquérir qui est beaucoup plus important et qui demande aux organisations, et c'est bien là le défi, c'est le défi, j'imagine, pour vos organisations, d'identifier les compétences que j'ai pour les comprendre, mais de tout de suite anticiper la compétence future dont je vais avoir besoin. Et la compétence future, encore une fois, c'est là où la difficulté apparaît et c'est là où l'accélération a été la plus notable, puisqu'il y a encore quelques mois, quelques années, toutes les compétences nécessaires à l'IA n'étaient pas du tout anticipées dans aucune des organisations. Et c'est d'ailleurs pas forcément le cas encore à l'heure actuelle. Je ne sais pas si Florian, tu voulais rajouter peut-être un petit peu de complément par rapport à ce que tu peux voir chez tes clients, par rapport à ces différentes phases qu'on voit apparaître et à toute cette accélération qu'on a pu voir sur ces dernières années. Ouais, et puis je te rejoins complètement Thomas sur ton analyse. En fait, on fait le même constat, côté évidemment interne, côté ressources humaines, c'est ce qu'on vit. Je l'ai vécu moi en étant dans des organisations, au sein des organisations avec cette problématique de développer les talents face à ces différents changements. Je le vis aujourd'hui comme consultant parce que c'est les problématiques que rencontrent les clients aujourd'hui d'être capables de pouvoir faire face à ces changements, et cette acquisition de compétences et ces changements dans les organisations. À l'interne, ça a toujours été la croix et la bannière pour être en mesure de pouvoir identifier les compétences à acquérir pour nos talents et pour les développer. Ce qui a changé radicalement, comme tu l'as dit, Thomas, tout à l'heure, ce qui a changé radicalement dans ces dernières années avec l'arrivée de l'AI, l'explosion de l'AI, c'est la rapidité à laquelle on nous demande de faire de l'acquisition de compétences et la vitesse à laquelle il faut pivoter. Je me souviens de l'époque où, quand on est passé de la révolution digitale vers l'ère du smartphone, comme tu le mentionnes dans la frise, ça s'est fait dans un laps de temps suffisant pour qu'il y ait eu des mises en place de formation, de développement de carrière, pour que les gens puissent suivre un parcours qui leur permettait de passer d'une compétence ou d'un métier X à un métier Y, chose qui, avec l'IA aujourd'hui, est extrêmement difficile parce que c'est beaucoup plus rapide. On doit faire pivoter les compétences des gens dans un délai extrêmement rapide, sous le couvert. Malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que derrière, la personne qui n'est pas capable de faire ce pivot, qui n'est pas capable d'avancer, pourrait se voir cette fois-ci remplacée parce qu'elle n'est pas en capacité de pouvoir amener de la valeur ajoutée, puisqu'elle est comparée évidemment avec ce que peut offrir l'IA aujourd'hui. Donc on le voit aujourd'hui, quand on était par exemple designer à l'époque, designer UI, on faisait des interfaces, et soudainement on s'en allait faire des applications mobiles, il fallait être capable de designer sur des applications, donc il fallait transférer ses compétences. Eh ben, ce délai-là a pris un temps suffisant pour qu'on puisse former les gens et les aider à développer leurs compétences dans ce sens. Mais là, avec l'IA qui arrive aussi vite, bien le délai et le temps de compétence, le temps qu'on a pour se former à la compétence est beaucoup plus court. Et ça vient changer aussi les programmes de formation et le parcours de formation et de développement habituel d'un employé. Donc ça l'accélère parce qu'on n'a pas le choix d'acquérir la compétence plus vite pour la mettre au profit de l'organisation plus rapidement, sous peine d'être devenu obsolète. Et que ça, c'est le Et, constat que je vois de mon côté. et pour compléter, en effet, pour revenir à ce qu'on voit un petit peu à l'écran, la difficulté dans l'accélération vient du fait aussi que bien souvent, on n'a même pas identifié les compétences qu'on avait déjà en place. Donc, on doit à la fois travailler sur l'anticipation de ce qui va être nécessaire, sans savoir les compétences que l'on a actuellement dans l'organisation. Et c'est des discussions que l'on a chez CG avec nos clients depuis des années. Et c'est un sujet qui intéresse nos clients, puis qui intéresse, je pense, les RH, vu le nombre de participants aujourd'hui à cette présentation. Mais vraiment, la question de se demander comment on fait pour y arriver est vraiment importante aujourd'hui.
Et puis tu vois aussi que la façon d'apprendre des gens est différente. Moi, je vois fleurir sur LinkedIn un nombre, je ne sais pas, assez important de certifications, de gens qui suivent des cours sur des plateformes en ligne, donc qui se forment sur d'autres technologies, sur d'autres sujets, sur d'autres méthodologies, sur d'autres processus de travail. Et ça, en tant qu'organisation, c'est difficile de garder le rythme de l'inventaire de ces compétences qui sont acquises par ces talents. Puis souvent, en plus, l'acquisition de nouvelles compétences comme celle-ci peuvent être un signal, ce que j'appelle un signal faible d'une volonté du talent de progresser vers un type d'emploi, de vouloir se développer sur un type de sujet. Et si on n'est pas en mesure soit d'identifier cette compétence dans l'organisation pour la mettre à profit dans l'organisation, eh bien on est en train à la fois de perdre la valeur ajoutée de la personne qui est en train de se former, peut-être perdre un talent tout simplement parce que cette compétence-là ne peut pas s'appliquer ou on ne l'a pas identifiée dans l'organisation. Bref, encore une fois, on a du mal à suivre aussi le rythme de progression et de développement des talents parce qu'il y a beaucoup de développement et de croissance qui se fait, même en dehors du contexte de l'entreprise, parce qu'il y a une multiplication des plateformes d'apprentissage et une multiplication des moyens de développer des compétences. Et ça va avoir aussi une incidence évidemment sur le recrutement, parce que la préoccupation première, je pense, dans vos organisations, quand vous êtes en train de recruter, c'est d'aller chercher une compétence que vous avez potentiellement pas encore dans l'organisation, peut-être, ou vous souhaitez continuer à développer. Comment on garde une visibilité entre les compétences qui sont nécessaires aujourd'hui dans l'organisation et qui nous font vivre, qui permettent de servir nos clients, de construire nos produits, et les compétences, comme tu le disais tout à l'heure Thomas, qui nous préparent à l'avenir. Est-ce que certains de mes employés à l'interne sont en train de développer ces compétences qui vont, qui vont rendre mon organisation pérenne dans le temps, ou s'ils ne sont pas en train de le développer, comment je travaille à les faire se développer là-dessus, et de l'autre côté, comment je travaille à aller identifier les compétences que j'ai besoin pour recruter les bonnes personnes, justement pour préparer l'avenir et préparer la suite pour l'organisation. Et pour en peut-être mettre encore de l'emphase sur ce qu'on vient de dire, alors la statistique, on peut en trouver différentes. Celle-ci peut nous donner un peu le vertige. C'est ce qui est intéressant dans ce nom, mais cette étude, et on en a plusieurs qui nous donnent des chiffres sensiblement similaires. On estime 85%, ça peut être un peu moins dans certaines études, que 80-85% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Alors évidemment, ce n'est pas forcément la création à 100% de nouveaux emplois, mais c'est à minima de l'évolution d'emplois, de postes qui d'ici quelques années verront le jour et donc pour lesquels nous sommes incapables de devenir l'existence aujourd'hui, même si on voit des trajectoires, des tendances se dessiner. Donc ça, c'est encore une fois l'IA, mais l'IA, on ne peut pas tout mettre dans le panier de l'IA, mais en effet, depuis quelques années déjà, il y a eu l'essor des solutions infonuagiques, des technologies SaaS qui sont de plus en plus performantes, de plus en plus rapides. L'IA, évidemment, a transformé tout ça. Donc, en effet, on va avoir un besoin de corréler des nouvelles compétences avec des nouveaux emplois. Et ça, comme tu disais très bien, Florian, ça va avoir un impact à différents niveaux, mais pour l'équipe RH, l'impact de la formation va être assez important. Il faut être capable rapidement d'adapter les parcours de formation de ses employés et puis de recruter, donc à la fois en amont, d'aller chercher les bons talents par rapport aux besoins que l'on a et de former et reformer les talents que l'on a dans l'organisation. Donc la gestion des talents basée sur la compétence devient un sujet qui est essentiel pour les organisations. Et ça, je pense que c'est des tendances que tu vois avec tes clients. Florian, on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais ce qu'on appelle ces skill-based organization, là, cette magnifique terminologie anglaise, pour justement nommer le fait que les organisations maintenant centralisent la compétence et se basent sur cette compétence. C'est des choses que tu vois toi, de plus en plus avec tes clients. Si je me trompe. Oui, exactement. C'est le souhait des organisations aujourd'hui d'être, comme tu dis, les fameuses skill-based organizations. Alors, ce n'est pas un modèle qui est encore très répandu, mais c'est le modèle vers lequel beaucoup d'organisations aspirent. Je le vois, je l'ai vu notamment dans les entreprises technologiques qui ont vécu dans des environnements avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de changements et qui ont dû faire beaucoup de ce qu'on appelle de pivot, donc en fait de changements dans la façon dont ils livraient soit leurs produits, soit le service à leurs clients. Et en gros, ce qu'on dit des skill-based organizations, ce sont des modèles de décision qui se basent exclusivement, enfin essentiellement sur les compétences réelles des employés et pas essentiellement sur le poste ou sous le titre, ce qui est un vrai changement dans notre modèle de pensée habituel. Puis l'idée, c'est de créer une organisation qui est beaucoup plus agile et qui est capable de placer les gens au bon endroit en fonction des besoins, indépendamment du titre de poste ou même de la structure hiérarchique de l'organisation. Donc c'est un gros changement
de mindset que de devoir réfléchir à l'organisation en mode compétence et non pas juste dans des cadres qui sont les titres de poste et les responsabilités qui sont données. Donc, il y a quelques organisations dans le monde qui ont commencé à le faire, beaucoup d'organisations, souvent dans des environnements technologiques, parce que, comme je l'ai dit, le marché les oblige, les contraint à avoir ce raisonnement-là, puis à devoir agir et fonctionner différemment. Alors, à retenir là-dedans, pour tendre à aller vers ce type de modèle organisationnel-là, évidemment, on en a parlé en amont, c'est d'avoir la capacité de faire un inventaire de ses compétences, évidemment, donc avoir une vue claire, précise, solide des compétences qu'on a. C'est une photographie finalement de nos équipes et des compétences qu'on a aujourd'hui. Une cartographie, donc dans l'inventaire, on a la nomenclature, c'est un référentiel auquel on peut tous se référer pour avoir une idée des compétences qu'on a dans l'organisation. Le deuxième, c'est la cartographie des compétences, donc c'est la vision d'ensemble. Qui a tel type de compétences? Où sont nos forces? Qu'est-ce qui nous manque et comment on peut arriver à combler les manques qu'on a dans l'organisation, ou comment on peut aider des employés à l'interne à combler le gap, ce qu'on appelle le skills gap, comment on fait pour arriver à le combler, comment on leur permet de travailler pour se rendre à l'autre partie. Pour ça, il y a deux notions qui vont revenir souvent, je m'excuse, c'est plein d'anglicismes, mais c'est des termes qui sont utilisés plus communément là-dessus, mais c'est les deux termes qui sont employés souvent, vous allez les voir beaucoup dans la littérature anglophone, ce qu'on appelle l'upskilling et le reskilling. Donc, ce qu'on appelle le upskilling, c'est aider quelqu'un à progresser dans son métier actuel. Typiquement, un comptable qui apprend à utiliser des outils de data, par exemple. Donc, ça ne change pas radicalement son métier, mais on lui demande de devoir ajouter une compétence supplémentaire. Le reskilling, c'est d'accompagner quelqu'un vers un nouveau métier. Donc, c'est le même comptable, mais soudainement, il devient un spécialiste en cybersécurité financière. Donc là, il faut qu'on prépare et vous voyez que l'un et l'autre n'ont pas du tout les mêmes incidences. Il y en a un où on vient ajouter une compétence et on va développer une compétence supplémentaire, alors que dans l'autre, et il faut encore être capable de l'identifier, qu'on ait ce besoin-là, et dans le deuxième, on va vraiment transformer la personne d'un métier vers un autre. Et ça vient avec, comme tu disais Thomas très justement, on doit revoir le parcours de formation, on doit revoir d'ailleurs donc l'expérience de l'employé et ne plus penser juste en titre de poste et en responsabilité, mais bien penser en compétences nécessaires. Et là, on a parlé de compétences qu'on dit hard, mais n'oublions pas toutes les compétences comme l'intelligence émotionnelle ou les compétences cognitives qui vont être nécessaires pour la suite, sur lesquelles il va falloir continuer, évidemment, plus qu'insister, à développer nos talents pour s'assurer justement qu'on fasse coexister les outils technologiques comme l'IA et les humains pour être le plus productif et performant possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais presque plus qu'avant, le rôle RH est fondamental dans la transformation de ces entreprises. Alors, je vous rassure, on va vous partager cette présentation pour avoir le détail des chiffres, etc. On va pas forcément rentrer, élaborer chacun de ces chiffres, mais il y a beaucoup de chiffres marquants pour la fonction RH qui sont importants, à mon avis, à avoir en tête. Tout ce qu'on a dit, en effet, le RH va devoir jouer, la fonction RH va devoir jouer le chef d'orchestre dans cette transformation. Aujourd'hui, on l'a vu, hein, l'évolution des emplois à une vitesse folle amène une évolution des compétences qui est directement liée à l'impact business. Vous n'avez plus les bonnes compétences, vous ne pouvez plus produire. Vous n'avez plus les talents, vous ne pouvez plus délivrer. Donc, il y a un lien qui est très fort et qui a toujours existé entre RH et business, mais pour lequel nos amis RH ont des fois du mal à démontrer le lien tangible et l'impact tangible entre le rôle et l'impact de la fonction RH sur le business. C'est en ça qu'on aide généralement les discussions que j'ai avec nos clients portent principalement sur ça d'ailleurs. Mais là, avec ce sujet, cette accélération et en plaçant la compétence au centre de l'organisation, donc en mettant la compétence en face de la réussite de l'organisation, le RH prend une place qui est de plus en plus importante et qui est fondamentale. Alors, en effet, les RH qu'on rencontre, les RH qu'on interroge en sont conscients. Un exemple, 52% des entreprises sont conscients que l'obsolescence des compétences va être leur principal défi en 2025. Donc, la majorité des organisations sont conscientes que ce sujet d'obsolescence des compétences est une priorité. Dans le même ordre d'idée, on sait également que 42% des sociétés sont elles-mêmes incapables
de piloter, suivre l'expérience de leurs employés et la performance de leurs employés. Donc, d'un point de vue données, de performance, données d'engagement, on a cette contradiction de percevoir la nécessité de le faire et en même temps l'impossibilité d'accéder à cette information et à cette donnée. Donc on est dans cette contradiction éternelle de la fonction RH qui est de savoir qu'on est au centre des enjeux de l'entreprise, qu'on est complètement lié dans l'impact que va avoir nos actions dans le développement de l'organisation, et à la fois on manque de données, on manque de matière pour y parvenir. Est-ce que tu me permets de faire un petit Oui. lien avec ce que tu viens de dire? Justement, je vais faire Vas-y, vas-y. un appel à ma communauté d'amis RH. C'est important que vous entendiez ça. C'est un excellent point que tu mentionnes, Thomas. C'est que combien de fois, en ressources humaines, on se retrouve face à un défi, systémique, organisationnel et on se sent un peu désœuvré, on n'est pas capable de pouvoir, attaquer le problème. Puis c'est là que justement des outils, comme celui que tu présentes aujourd'hui du Cégide, c'est là où l'outil vient compléter en fait la démarche intellectuelle qui doit être faite par les gens de ressources humaines. Fait que le premier élément, je pense qu'on a parlé des compétences, d'avoir un référentiel, ça c'est un classique que tu as dû rencontrer toi Thomas quand tu discutes avec tes clients, puis moi aussi ça m'est arrivé dans mes conversations où je l'ai vécu moi-même en étant dans des rôles de gestion en ressources humaines. J'ai pu voir que souvent le référentiel des compétences, il est statique. Ça fait très longtemps qu'on a structuré un référentiel de compétences, il date d'il y a une certaine époque, il n'a pas été mis à jour, on a de la peine à le garder à jour et il n'a pas évolué dans le temps. Donc souvent, il y a un travail déjà que l'outil peut aider à faire, c'est d'avoir à faire sortir toutes ces compétences-là, puis les avoir identifiées à un endroit de manière centralisée, avec une nomenclature, une manière de l'identifier qui soit uniforme dans l'organisation, pour avoir de la clarté. Parce que ça, c'est souvent un enjeu, on manque de clarté. On ne sait pas par où commencer et on n'a pas d'éléments d'appui pour le faire. C'est là que la technologie vient nous aider à avoir de la clarté, à avoir de l'uniformité, puis d'avoir de la standardisation. Ensuite, le deuxième aspect, tu l'as mentionné tout à l'heure Thomas, mais face à ces changements-là, ou ce qu'on doit faire, il ne faut pas que les RH restent seuls. C'est un travail qui doit être fait de concert avec les principaux acteurs business de l'organisation. On va développer des compétences pour répondre à des besoins d'affaires, pour servir nos clients ou bâtir des produits. Alors, il faut qu'on soit connecté avec la business, il faut qu'on ait des gens clés qui ont une vue sur ce qui va être la suite de l'organisation ou les enjeux qu'on vit en ce moment avec nos clients, avec nos produits, nos services, et on soit capable de travailler à bâtir ce référentiel-là avec eux. Là encore, la technologie va nous aider, c'est le souhait, à pouvoir mieux réunir tous les acteurs autour de la table, puis capturer cette information-là de manière simple, rapide, efficace, pour qu'on puisse avoir de la clarté là-dessus. Et là-dessus, évidemment, le maître mot, c'est d'avoir de la bonne donnée, de la bonne information pour être capable de prendre des bonnes décisions. Et quand on a collecté l'information, qu'on a réuni les bonnes personnes autour de la table, là, on est capable de pouvoir agir et prendre action sur les informations qu'on a, notamment un élément clé, moi je l'ai vu et je l'ai testé dans le passé, la mobilité. Trop souvent, notre réflexe au RH, numéro un, je peux le dire parce que mon background vient de là, c'était l'acquisition de talent, c'est de partir à l'externe pour embaucher. Puis là, si vous êtes comme moi, là, dans les dernières années, on a eu le roller coaster au niveau de l'embauche. Il y a une époque où c'était la croix et la bannière d'embaucher qui que ce soit parce que tout le monde avait une offre ou deux dans les mains, notamment même des jeunes entrants sur le talent, des juniors. On est aujourd'hui dans une accalmie parce qu'on vit des conditions économiques différentes, mais ne vous y trompez pas avec les chiffres qu'a présenté Thomas. On va revenir à cet enjeu de pénurie de main-d'œuvre et ça ne va pas s'améliorer avec la démographie qu'on a aujourd'hui. Donc, ce que ça nous dit, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en mesure, par exemple, d'activer notre mobilité interne. Il faut qu'on soit capable que quelqu'un qui est performant aujourd'hui, qui est un bon ambassadeur de notre organisation, qui connaît notre culture d'entreprise, qui est heureux dans son job, eh bien, on puisse pérenniser notre relation avec lui. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre en action la mobilité interne. Si on a une bonne cartographie des compétences, si on comprend les besoins d'affaires qui s'en viennent dans l'organisation, on peut préparer la mobilité des gens pour pouvoir rentrer dans le nouveau département, le nouveau service, le nouveau produit et développer les talents. C'est aussi un outil très puissant de fidélisation. Les gens, ils ont une aspiration très importante, encore aujourd'hui, même si on parle du salaire en numéro un, mais on parle aussi évidemment du développement et de la croissance des gens, ça reste un élément de rétention extrêmement puissant. Donc ça va venir pallier évidemment à des enjeux d'embauche pénuriques, où on a de la difficulté dans certains marchés à aller chercher des gens et on tombe dans la surenchère des salaires, etc. Donc le premier, c'est de travailler sur son référentiel statique. Le deuxième, c'est de ne pas travailler seul dans son coin au niveau RH, mais de bien travailler avec l'organisation, notamment les gens qui ont une visibilité sur la croissance et le développement des affaires de l'organisation, puis les enjeux qu'on peut vivre en termes de produits ou de services. Et le dernier point, c'est d'avoir des données consolidées
Puis ça, c'est encore une fois, la technologie peut nous aider. Et puis très important de bien choisir son partenaire technologique. En l'occurrence, quand on parle, moi, ça a été un élément auquel j'ai été confronté. C'est très important d'avoir un partenaire, je le mentionne bien, pas un fournisseur, mais d'avoir un partenaire avec lequel on va travailler main dans la main à déployer la technologie dans l'organisation pour obtenir le bénéfice qui est escompté. Pour ça, par contre, nous, côté RH, il faut qu'on fasse un effort de réflexion profonde de qu'est-ce que je m'attends de mon partenaire et qu'est-ce que je cherche à atteindre comme objectif pour l'organisation. Puis ça, c'est pas seul nous, RH, qui devons l'établir, on doit en discuter aussi avec le leadership, avec le management, évidemment prendre les besoins de nos employés pour que la plateforme et le partenaire puissent répondre au mieux à nos besoins. Donc il faut se poser les bonnes questions dès le départ. Thomas, il peut vous aider dans ces réflexions-là. On a eu des belles conversations philosophiques justement sur ces sujets-là, pour ensuite être accompagné à atteindre les objectifs d'affaires et pas juste RH de l'organisation avec la plateforme. Enfin, on va être vu comme un investissement et pas juste un coût. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Et en effet, pour compléter ton point, là, tu as dévoilé en effet pas mal d'éléments de préparation de l'impact, et puis on va revenir sur quelques éléments, puis on va essayer de vous donner un petit peu de concret sur des exemples technologiques, hein, et pas que technologiques d'ailleurs, qui peuvent vous permettre de démarrer cette initiative. Ce que j'ai noté dans ce que tu as dit, de déterminer ce qui crée de la valeur pour ton organisation, et ça pour votre organisation, c'est essentiel, parce que en effet, des organisations qui mettent en place des gestions de compétences, chez Cegid, on en voit depuis une dizaine d'années maintenant, puisque ça a toujours été au cœur de la solution historiquement, mais d'une façon un peu plus, voilà, j'ai un descriptif d'emploi, je dois essayer de mettre en place des compétences en face pour les évaluer une fois par an lors de l'entretien de rendement. Ça s'est souvent arrêté là. Donc, ce n'était pas une vue transverse du sujet, c'était une vue très performance. Tu fais ce poste-là, est-ce que tu le fais bien, oui ou non? Mais pour être objectif, je vais évaluer la compétence que tu as. Mais cette compétence, elle s'arrêtait là, elle ne sortait pas de l'entretien de rendement. Donc, déjà, quand les organisations avaient une évaluation du rendement basée sur la compétence, c'était déjà une étape avancée. Mais pour accompagner des clients depuis une quinzaine d'années sur ce sujet-là, on a bien souvent vu des clients qui ont mis en place un référentiel à un moment donné, qui n'ont pas été capables de maintenir et de faire vivre dans le temps. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Et c'est pour ça que, justement, on va essayer de montrer comment la technologie peut venir au secours de tout ça. Alors, ce qui est à l'écran, on ne va pas trop détailler, puisqu'on en a parlé finalement un peu en filigrane, hein, en redéfinissant ce qui est un inventaire de compétences et pourquoi c'est important. Et pourquoi c'est difficile, hein, finalement, ça répond aussi à la question pourquoi c'est difficile, parce que la compétence, on ne la connaît pas forcément, on ne sait pas comment elle va évoluer, hein, c'est ça qui est toute l'ambiguïté. On doit se préparer à piloter des compétences dont on ne connaît pas encore l'existence. Donc, ce que vous devez vous préparer, c'est pas simplement de lister les compétences actuelles, mais c'est de trouver une façon de faire vivre ces compétences quand elles vont apparaître. Et pas simplement, tous les 10 ans, de faire un énorme projet en se disant, allez, on remet à jour notre référentiel de cartographie. Votre cartographie, elle ne sera jamais à jour, par défaut. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. On avait un peu plus de temps à se préparer, hein. Tu l'as mentionné, Florian, quand on avait justement ces révolutions digitales qui venaient progressivement. On avait le temps de mettre à jour sa cartographie. Pour les bons élèves, hein, qui avaient une cartographie. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc, il faut être capable de se dire comment je capte cette nouvelle compétence et comment tout de suite je l'intègre dans mon pilotage des compétences. Et c'est la seule façon qu'on va être en capacité justement de détecter les écarts de compétences, de pouvoir planifier la succession de mes employés, de prendre justement ces décisions et d'anticiper au mieux l'évolution du marché. Donc, évidemment, tout ça c'est lié. Évidemment, tout ça fait référence à de la gestion de talent. C'est vraiment la compétence qu'on ne peut pas dissocier de la formation, hein, d'ailleurs. Compétences, formation sont forcément intimement liées, puisque on ne décrète pas une nouvelle compétence. On ne décrète pas l'acquisition de nouvelles compétences. On développe une nouvelle compétence, on va l'acquérir par de la formation, théorique, pratique, mentoring, peu importe, mais ça se développe. Donc, c'est vraiment important justement d'avoir cette planification, cette anticipation et d'être en capacité de tout de suite la collecter. Alors, simplement, hein, et pour faire le trait par rapport à ce qu'on voit en gestion de talent et la vision de Cegid par rapport à ça, c'est que la compétence, pour nous, c'est transverse.
c'est commun à l'ensemble des domaines fonctionnels sur lesquels on travaille. Quand on parle de gestion du dossier employé avec des corps RH, quand on parle d'acquisition de talent, quand on parle de formation, quand on parle d'entretien de performance, d'entretien de rendement, de gestion de talent au sens large, la notion de compétence est forcément transverse et doit faire le lien entre l'ensemble des domaines applicatifs. On disait tout à l'heure que le RH est chef d'orchestre sur ce type de sujet, qu'il ne peut pas travailler seul, mais même à l'intérieur du département RH, l'ensemble des organisations, recrutement, développement, formation, doivent cohabiter, doivent travailler ensemble pour être capables d'avoir une cohérence dans leur façon de travailler. Alors, comment, avec nos clients, on fait en sorte de rendre la gestion des compétences efficace et comment on essaie de les accompagner, comment justement on profite, et c'est ça qui est intéressant, avec on a parlé beaucoup d'IA, dans le fait que c'est l'IA qui a bouleversé, qui a accéléré ces changements de compétences, la création de ces nouveaux emplois. Évidemment, on y est tous confrontés. Mais l'IA nous apporte également des solutions pour répondre à ça. Donc, on va justement vous montrer comment on peut tirer la meilleure information et comment on peut tirer le meilleur de nos systèmes d'information, justement, et faire en sorte, et ça tu l'as vraiment verbalisé de la même façon tout à l'heure, Florian, c'est pas uniquement une pratique RH, même si le RH en est chef d'orchestre, c'est un état d'esprit à adopter pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle vraiment de réorganisation, parce que c'est un état d'esprit global que l'organisation doit adopter, sur lequel, de la direction générale à l'employé sur le plancher, cette logique doit être justement générale à l'organisation. Et ce que je mentionnais à l'instant, c'est que on peut exploiter le potentiel de l'IA, on peut exploiter les capacités de l'IA pour résoudre cette problématique, pour nous aider à résoudre cette problématique. Donc, à la fois, l'IA nous cause des problèmes parce que ça nous demande d'accélérer, mais l'IA est aussi une partie de la solution. Donc, comment ça va pouvoir nous aider? C'est en effet un élément important. Donc, on a intégré une petite capsule vidéo très légère. Hein. L'idée, c'est pas de vous dévoiler l'intégralité de la plateforme. Et si on peut simplement lancer cette petite capsule vidéo de quelques secondes, ça démontre comment simplement aujourd'hui, un agent IA au sein d'une plateforme de gestion de talent va être en capacité de vous aider à constituer un référentiel de compétences. C'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que par des arborescences, l'outil va être en capacité de suggérer des compétences pour vous aider à formaliser votre référentiel de compétences et à le décrire. Donc là, on est vraiment sur le fondamental de créer, de générer mon référentiel de compétences. Ce qui est ça, était vraiment un sujet très, très douloureux pour nos clients. Encore une fois, je l'ai mentionné, ça fait une quinzaine d'années qu'on accompagne nos clients sur ces sujets-là. C'est l'ADN même de nos solutions. Et ce qu'on a beaucoup vu, c'est je veux mettre un référentiel de compétences, ok, je mets une équipe dessus, on fait une tâche spéciale sur le sujet, voire j'embauche un stagiaire de fin d'études pour le faire, on fait un beau référentiel, puis après on espère que ça va nous aider à y voir clair dans notre organisation. Et c'était ça finalement la grosse difficulté de nos clients. C'est pas simplement la volonté d'y aller, mais c'est aussi la volonté de le faire et comment je suis capable de le faire. Donc ça, c'est un des exemples. On a une deuxième, sur la diapositive suivante, on a une deuxième petite capsule. Alors, est-ce que c'est... Ah, pardon, c'est la même qui est repartie. Voilà. Sur cette deuxième capsule-là, on voit le lien de la compétence avec la gestion de la formation. Ici, hein, c'est ma plateforme où je pilote ma formation d'un point de vue administrateur, donc je crée des actions de formation. Et je vais être en capacité dorénavant, puisque c'est transverse, de venir rattacher des compétences à la formation que je suis en train de mettre à disposition de mes employés. C'est-à-dire que l'outil va être capable d'analyser vos parcours de formation et de suggérer les compétences qui peuvent être développées grâce à cette formation. Il y a différentes façons d'y arriver. Là, c'est un exemple assez succinct qu'on vous montre. Donc, on avait vraiment en effet cette volonté de rendre la compétence
transverse à l'intégralité des processus de développement de carrière, de gestion de talent, pour faire en sorte qu'elle puisse nourrir ces différents sujets. C'est intéressant ce que tu partages là-dessus, Thomas, parce que moi, je l'ai vécu. Trop souvent, on a dû séparer le suivi des compétences. Je ne sais pas pour vous, mais on a dû diviser en deux. Souvent, ce qu'on appelle les hard skills ou les compétences techniques, on les a laissées dans les mains des experts, donc des gestionnaires, qui, eux, gardaient je dirais, une vigie saine, normalement, avec leurs employés sur les compétences nécessaires. Et nous, du côté RH, souvent, on se retrouvait à gérer les soft skills, l'empathie, la collaboration, la communication, etc. Et finalement, on perdait une vue sur la partie technique. Et là, ce que tu nous dis, c'est que l'outil il est capable d'aller identifier les compétences nécessaires dans les parcours de formation, puis faire des corrélations entre les deux. Ce qui est très difficile parce que d'habitude, on a moins la vue sur cette partie-là. Et on se retrouve avec souvent des déséquilibres. On a des gens qui lèvent la main plus fréquemment que d'autres pour avoir des formations techniques parce qu'ils ont de l'intérêt sur tel ou tel sujet. Et c'est pas uniforme nécessairement, c'est pas complètement harmonieux. Et on a une visibilité qui est, somme toute, partielle, j'ai l'impression. On navigue un peu avec le biais du gestionnaire sur l'importance ou la nécessité de telle ou telle compétence et à la fois la vue complète qu'il a sur son équipe des besoins, des compétences qu'il a aussi. Je ne sais pas combien d'entre vous, ça vous est arrivé qu'à minuit moins une, un gestionnaire lève la main en disant « Ah, il faudrait que j'envoie un tel dans un événement ou dans telle chose, parce que ça, c'est un truc hyper important. » Alors qu'on aurait pu l'anticiper, puis se débrouiller pour que, non pas un s'en aille en conférence pour apprendre quelque chose, mais que toute l'équipe au complet se forme sur le sujet. Fait que je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme une vue, ça complète une vue qu'on n'avait pas. Ouais, et c'est en effet un bon point parce que là, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour anticiper les compétences du futur, il faut détecter ce que tu as. Pour les détecter, il faut être capable de les identifier, donc de comprendre quelles sont les compétences de ton organisation. Donc, il y a différentes façons, justement, de le faire. Là, je ne l'ai pas forcément montré, puis je ne pense pas avoir d'exemple ici, mais il y a également une fonctionnalité qui permet de donner à l'employé la capacité d'auto-déclarer une compétence. L'idée là, c'est pas forcément de le laisser définir le niveau de sa compétence et de lui donner une augmentation salariale parce qu'il a la compétence qu'il a auto-déclarée. Mais on est vraiment on rend l'employé acteur de sa carrière et on va le laisser, dans le cadre de son intégration, de son processus d'onboarding par exemple, on va le laisser déclarer des compétences qui vont remonter dans le système en disant aux gestionnaires, aux RH ou aux personnes habilitées pour le faire, attention, on a une remontée de terrain unitaire ou de plusieurs personnes d'une nouvelle compétence. Et là, en fait, l'outil va être capable de détecter ça et vous aider rapidement, justement, avec cette matrice qu'on a vue tout à l'heure, de dire, OK, j'ajoute cette compétence dans ce métier-là. Parce que la réalité, c'est que les compétences, elles vont arriver du terrain plus vite que ce que vous allez être capable de mettre à jour votre référentiel. Vous avez une génération d'employés, c'est même pas une question de génération d'ailleurs, c'est une question d'obligation de se développer rapidement, qu'on fait en sorte qu'il y a des gens qui vont développer des compétences très rapides parce qu'ils savent, ils ont compris qu'ils en ont besoin pour demain ne pas être remplacés par une machine. Et donc pour ça, vous avez des employés qui vont eux-mêmes aller proactivement développer des compétences et qui vont la mettre au cœur de leur métier. Et ça va vous permettre de comprendre que finalement, la personne qui est performante a elle-même développé une compétence qui devrait peut-être être maintenant dans le référentiel emploi. Donc c'est une autre façon d'aller capter justement cette information. Je ne peux pas m'empêcher de faire une petite remarque là-dessus. On en avait parlé off de ça, puis je t'avais partagé cette donnée. On dit que dans les années 80, une compétence qui était acquise avait une durée de vie d'environ 30 ans, donc c'est monumental. Ouais. Et que maintenant, une compétence qui est acquise a une durée de vie, je ne sais pas, je vous donne dans le mille, je vous laisse essayer d'y penser. Oui, littéralement, c'est 18 mois. On pense que le temps de vie d'une compétence, c'est 18 mois. Corréler ça avec une génération qui arrive et qui sait que, donc tous ceux qui sont en bas de 30 ans, je m'excuse pour ceux qui nous écoutent et qui ont en bas de 30 ans, mais la réalité, c'est qu'ils vont avoir probablement 5 à 6 carrières avant de se rendre à la fin de la carrière. Donc là aussi, on est face à un enjeu et à un défi qui est quand même assez impressionnant, où il va falloir développer les gens tout au long de leur parcours de vie, les upskiller ou les reskiller, parce qu'on ne peut plus se dire que les gens vont rentrer dans une case et vont rester pendant tant d'années dans ce rôle-là. Puis le temps moyen d'un employé aujourd'hui, même dans des organisations performantes, des organisations qui vont très bien financièrement, des organisations qui sont innovantes, le temps moyen d'un individu en poste aujourd'hui, il tourne autour de 3 ans. Donc ça veut dire que vous avez 3 ans, je caricature évidemment, je ne veux pas faire un standard pour tout le monde, mais vous avez 3 ans pour avoir les meilleures années et le meilleur de la personne.
avec une possibilité qu'elle revienne plus tard dans un nouveau rôle d'ailleurs, dans un rôle de manager ou dans un nouveau rôle d'expert plus tard. Mais c'est intéressant parce qu'on se dit que comment on peut tirer profit, dans le bon sens du terme évidemment, des compétences de quelqu'un ou de sa soif de se développer dans l'organisation dans un delta comme celui-ci. Et si on veut pousser à plus que 3 ans, il y a là en l'occurrence, avoir ses compétences, savoir ce qu'il est capable de faire, savoir ce qu'il est capable d'appliquer rapidement, c'est une possibilité de prolonger cette relation-là avec l'employé. Fait que je trouve que c'est intéressant de mettre tous ces éléments-là en parallèle. Et ça m'amène à un exemple de client. Alors, peut-être qu'on les connaît un petit peu moins au Québec, mais on travaille notamment avec un studio de production de dessins animés en Colombie-Britannique qui s'appelle Wild Brain Studio, qui ont utilisé justement la suite logicielle de Cegid pour cartographier les compétences et justement permettre, je rebondis là-dessus parce que ton cas d'usage est intéressant, permettre à leurs anciens employés, parce que c'est une population dans le monde de la production, on n'a plus de projet, on n'a plus de production, va travailler chez le concurrent, c'est pas grave, il faut bien que tu travailles. Donc, mais par contre, on te garde dans un réseau d'alumni et tu es toujours dans le système et on a tes compétences et on te laisse un accès pour mettre à jour tes compétences. Et quand on a une nouvelle prod, tu peux justement, comme une mobilité interne, alors que tu n'es plus employé, mais tu peux te repositionner finalement, pas comme un employé externe, mais comme justement un membre du réseau des anciens employés. Et ça permet justement d'avoir cette vue, et parce que leur métier, c'est des compétences. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément garder les gens pendant 18-24 mois, c'est garder les gens pendant la production et les retrouver le jour où ils ont une nouvelle production qui correspond à leurs besoins. Ouais, c'est brillant ça. Ça, c'est une façon de voir intelligente je dirais, de fonctionner avec ton marché, avec ta réalité de marché, plutôt que d'essayer de la contrer à tout prix. Je te raconte une petite anecdote que j'ai vue dans un documentaire que j'ai trouvé super bon. C'est un documentaire sur justement le futur du monde du travail qui s'appelle Skill Make It Work et qui a été fait par un réalisateur qui s'appelle Samuel Durand. Et dans ce documentaire, il y a une phrase qui m'a frappé. On raconte une anecdote, une discussion entre un président de compagnie et un CFO. Et le CFO dit mais si on forme toutes ces personnes-là et qu'on les développe, qu'est-ce qui se passe s'ils nous laissent, s'ils nous quittent, après qu'on les ait formés et qu'ils partent à la compétition? Et le président, il dit, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne les forme pas, mais qu'ils restent? Fait que, grosso modo, qu'est-ce que vous faites d'employés qui ont des compétences qui sont désuètes, mais qui restent quand même dans l'organisation et qui ne contribuent plus à amener l'organisation à la prochaine étape? Tout à fait, c'est un très bon point. C'est une vraie remarque de direction générale, en effet. Pour terminer, j'avais laissé 2 écrans, mais je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'on vous laisse garder du temps avec Florian sur des questions-réponses. Mais l'écran qu'on voit, c'est un écran qui permet de voir pour une compétence donnée, les employés qui ont cette compétence et le niveau qu'ils ont. Et puis, l'écran suivant pourrait être une vue différente d'une matrice de compétences en disant, par rapport à des compétences que j'ai sélectionnées, donc je choisis finalement un portrait robot des compétences nécessaires, qui sont les personnes qui ont ces compétences et à quel niveau. Et ensuite, je suis capable d'aller creuser pour savoir comment ils l'ont développé. Est-ce qu'ils l'ont développé par apprentissage sur de la formation? Est-ce qu'ils l'ont développé sur le poste en tant que tel? Et on peut faire le lien et justement designer ces écarts de compétences et être capable d'aller chercher des personnes qu'on a besoin. Et s'il nous manque des personnes, c'est là où on remet la compétence dans le recrutement, puisqu'on va pouvoir recruter des personnes qui ont une compétence spécifique qui nous manque parce qu'on a été capable de l'identifier. Donc, ça fait le tour de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Évidemment, la compétence est clé. C'est pas nouveau, mais ça devient hautement stratégique et ça oblige les organisations à se poser la question de la façon de traiter cette compétence. Merci beaucoup. Charles-Édouard, je te laisse la main pour les questions-réponses. Merci beaucoup à vous deux. Donc, Thomas Papin, directeur des ventes chez Cegid, et Florian Pradon, consultant RH et conférencier. Thomas, tu le mentionnais au départ, là, ça se voulait une approche consultative. On a eu droit à un super bel échange entre vous deux, je dois l'admettre. C'est très dynamique comme présentation, de belles relances entre Thomas et Florian. Maintenant, on se tourne vers vous, donc à la maison, au bureau. Si vous voulez poser vos questions, c'est le temps de le faire. Je le mentionnais en début, si vous voulez poser vos questions, peut-être préciser là, dans la demande à qui vous adressez votre question. Je ne vous cacherai pas, là, ça suscite beaucoup d'enthousiasme, ce sujet. On a énormément de questions
questions qui sont rentrées. On va essayer d'y répondre, en fait, le maximum dans les 15 minutes qui nous restent ensemble. Je vous rappelle aussi que vous aurez accès à des gens qui participent aujourd'hui à la rediffusion de l'événement. Donc, une fois que l'événement sera terminé, vous recevrez un lien pour le revoir. Donc, voilà, on se lance tout de suite, messieurs. Si vous êtes prêts, on passe à la période de questions. Donc, premièrement, une question qui est assez générique, je pense, mais qui est intéressante peut-être pour mettre la table à la suite des choses. Dans votre pratique, ça s'adresse à vous deux. Pouvez-vous donner 3 exemples de nouvelles compétences clés 2025-2026 selon vos observations jusqu'à maintenant? Bonne question. Peut-être que Florian, sur le fond des compétences, tu as peut-être vu, je ne veux pas te mettre au défi. Non, mais je ne sais pas, je n'ai pas forcément de réponse sur les compétences clés. Quoique je pourrais trouver j'en aurais peut-être des exemples dans notre propre organisation d'ailleurs. Je ne sais pas si Florian, de façon plus généralisée, tu as vu des compétences qui sortaient du lot vraiment? Oui, alors je vais pas faire, j'ai rien inventé, je vais reprendre ce qui se dit beaucoup à droite et à gauche, qu'on a vu beaucoup dans des livres blancs ou qui ont été beaucoup mis de l'avant dans ces derniers temps, notamment avec l'arrivée de l'IA, puis qui a poussé, puis a terrorisé tout le monde. Je pense que c'est beaucoup des compétences relationnelles, émotionnelles ou cognitives. Donc de développer notamment alors on appelle ça la curiosité, on peut le tourner de différentes manières, mais une capacité à questionner le monde, en fait, questionner les problématiques, avoir une pensée et un esprit critique, tous ces aspects qui font de l'humain ce qu'il est, sa capacité d'innover, de créer, d'amener des choses nouvelles, ça va faire partie des choses importantes. Associé à ça, évidemment, ça revient, je sais que je répète quelque chose, c'est fou que je dis ça en 2025, mais notre capacité à communiquer, tout simplement, à collaborer, à communiquer avec les autres, parce que c'est bien beau si on maîtrise un sujet, une expertise, mais on n'est pas capable de la partager ou de la mettre au centre pour qu'on puisse travailler et collaborer ensemble. Ça, c'est pour des compétences que je vais appeler, que je déteste, mais qu'on appelle molles, mais en tout cas, j'appellerais ça plutôt des compétences humaines. Et puis, d'un point de vue plus technique, maintenant, de ce que je vois aujourd'hui, évidemment, je pense qu'en 2025, on a quand même avancé sur la question, mais d'avoir commencé à faire des premiers pas sur comment je travaille et je collabore avec l'IA. Comment je maîtrise dans mon quotidien, comment je suis capable d'intégrer dans mon quotidien l'usage, et un usage, je dirais, éthique et sain de l'intelligence artificielle dans mon travail, souvent sous forme d'usage d'agents conversationnels, souvent en termes d'usage d'automatisation, de simplification de mon travail ou de processus. Donc ça, c'est les 2 aspects que j'ai l'impression qui sortent du lot. Mais là, je pense qu'il y a des lectures à faire là-dessus. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu là-dessus. Non, et en effet, c'est vrai que je le disais en même temps que quand je t'ai passé la parole, mais je suis moi-même aujourd'hui, justement, j'étais en séminaire pendant 2 jours de formation de toutes les équipes Cégide à travers le monde, les équipes de vente, en fait, qui sont regroupées très régulièrement maintenant au trimestre, au semestre, pour être reformées justement sur l'application de l'IA dans les processus de vente, par exemple. Mais c'est vrai dans tous les métiers. Donc, je pense en effet, il y a vraiment un sujet autour de ça. Donc, comment on s'approprie l'IA, comment on travaille avec et comment on collabore collectivement autour de cette utilisation. Donc ça, je pense en effet, c'est une compétence qui est critique et qui est transverse et qui se traduit aussi bien dans toutes les équipes, en fait, et évidemment les équipes techniques qui doivent en développer et l'utiliser au quotidien. Intéressant, merci beaucoup. Bon, évidemment, on parlait tantôt, Thomas le mentionnait, donc des compétences, par exemple, qui sont auto-déclarées. Une des questions qu'on a ici, c'est comment on peut évaluer justement la maîtrise de cette compétence-là? Parce que oui, là, il y a une échelle, mais il y a beaucoup d'auto-évaluation dans ça. On le voit entre autres sur LinkedIn, là, quand on voit des offres d'emploi, ça fait le lien avec le nombre de compétences qu'on a ou qu'on a déclarées. Comment on arrive à voir clair justement dans ce que les gens vont déclarer au niveau des compétences et leur niveau de maîtrise de ces compétences-là dans une organisation? Alors ça, c'est une très bonne question et c'est pour ça que je l'ai mentionné rapidement dans l'outil. Alors moi, je fais la réponse un peu plus outil par rapport à ça. Un outil pourrait permettre en effet déjà de distinguer la provenance de la compétence. Parce qu'on peut très bien accepter de laisser un employé annoncer une compétence, mais ne pas forcément chercher à l'évaluer factuellement. C'est-à-dire, on peut très bien se dire, moi, ça m'intéresse que les gens dans mon organisation déclarent des compétences et estiment le niveau, puisque de toute façon, ils n'ont pas forcément intérêt non plus à mentir, parce que ça va se voir à un moment donné. Voilà, si ma compétence, c'est de parler chinois et qu'à un moment donné, on me teste au bout de quelques mois, ça va se voir et ça ne va pas aider mon développement de carrière. Donc, à un moment donné, on peut responsabiliser les équipes par rapport à ça.
Si ensuite on veut vraiment l'évaluer, alors là, ça peut passer dans un processus d'évaluation. Et là, chaque organisation est différente, mais on peut très bien prendre une compétence qui rentre dans le référentiel, l'intégrer à une évaluation annuelle de compétences, et là, d'être capable vraiment, dépendamment des critères, de l'évaluer. Quand on parle de compétences molles, compétences humaines, soft skills, etc., il y a aussi des tests psychométriques qui existent, ou des tests, il y a des technologies qui sont dédiées autour de ça et qui vont venir évaluer. Ça, c'est un peu moins notre rôle. Nous, on va plutôt collecter le résultat de tout ça. Mais il y a également des plateformes, des solutions, des consultants qui accompagnent les organisations justement pour évaluer ces nouvelles compétences. Florian, on ajoute quelque chose sur ça? Oui, merci. Oui, j'avais un point de vue par rapport à ça, justement. Je pense qu'il va falloir, et ce n'est pas un shift facile, je l'ai vécu, il va falloir sortir de la sanction, la notion de la personne a cette compétence ou le déclare, elle est donc sanctionnée d'avoir ce niveau-là. Alors, il y a des choses qui nous aident, des certifications venues de plateformes qui sont dites fiables en termes de niveau de compétence ou de connaissance ou d'acquisition d'informations. Il va falloir rentrer dans un modèle qui est différent, qui est ce qu'on appelle le growth mindset, c'est-à-dire la perspective de croissance et pas juste le fixed mindset. C'est-à-dire que la personne qui déclare une compétence ne doit pas tout de suite être en mesure ou en capacité de s'évaluer parfaitement en disant j'ai une maîtrise parfaite, j'ai une expertise, mais plus c'est un signal pour moi de dire cette personne a un intérêt suffisant pour déclarer qu'elle a une compétence dans ce sujet. Aujourd'hui, la problématique du client, ça devrait être de l'entreprise, c'est de dire comment je la mets rapidement à profit dans un environnement qui est maîtrisé, contrôlé pour qu'il n'y ait évidemment pas de dégâts. Donc, grosso modo, je viens de me former à la comptabilité, mais anciennement, j'étais dessinateur, je fais une caricature volontaire. Je ne te mettrai pas au contrôle de gestion de l'organisation et à la gestion de nos audits demain matin. Parce que peut-être que c'est un peu problématique, ce sera un peu compliqué. Mais peut-être que je peux commencer à te donner une liste de missions qui sont associées à cette compétence-là, ou te faire participer ou collaborer avec des gens peut-être plus avancés sur ce sujet-là pour te mettre à contribution. Et ensuite, je vais récupérer et collecter le feedback des pairs pour voir si la personne se développe bien puis grandit là-dedans. Il va falloir avoir une pensée un peu différente qui est moins ce que j'appelle utilitariste. C'est-à-dire, j'ai déclaré que cette compétence, donc comme la personne sait le faire, je vais la mettre dans le rôle et je m'attends tout de suite à ce qu'elle soit productive et performante jour 1. Il va falloir avoir une réflexion plus de développement. J'ai une personne qui déclare une compétence, je vais lui donner une possibilité de pouvoir exercer cette compétence, je vais pouvoir évaluer son degré, son potentiel à croître dans cette compétence, et je vais l'encourager dans cette direction-là vers une transition potentielle vers un nouveau type de job. C'est comme ça qu'il va falloir le penser, et plus de la manière évaluation type recrutement. Je pense qu'il va falloir réfléchir ça de manière un peu plus souple et revoir nos évaluations de performance avec moins un résultat sanctionné. Je poursuis sur ça parce qu'effectivement, tu viens de mentionner le recrutement. En quoi tout ça demande un changement de paradigme au niveau du recrutement? Parce qu'on le sait, l'IA contribue grandement au recrutement. Maintenant, bon, les gens qui appliquent sur des postes vont passer leur CV dans l'IA avec l'offre d'emploi en disant, ben là, adapte-le en conséquence. Souvent, on va voir de l'inclusion justement de plusieurs compétences clés parce qu'on veut être certain de passer à travers l'IA. Comment tout ça va influencer la façon avec laquelle on fait la première étape là, avant de rencontrer, avant de parler aux gens? En effet, je pense qu'à un moment donné, et ça, je pense que ça va évoluer parce que c'est difficile, c'est des pratiques. Là, c'est un exemple assez presque rigolo, je dirais, mais on va avoir des IA qui postulent et des IA qui analysent. Donc, à un moment donné, c'est peut-être quelque chose qu'on voit en ce moment. En effet, il y a beaucoup d'outils de suggestion pour parfaire via l'IA son CV, de l'adapter pour être sûr qu'il rentre bien dans un ATS, pour être sûr de passer la première barrière. Mais cette tendance, en effet, c'est peut-être une légère dérive qu'on voit apparaître et qui va sûrement avoir un effet contradictoire à un moment donné. Donc, je ne pense pas que ce soit une tendance de fond, mais peut-être une façon de procéder un peu actuellement. Parce qu'encore une fois, passer cette première étape, les recruteurs vont trouver une façon d'aller bien qualifier leur candidature. Les recruteurs vont être en capacité justement d'identifier, justement peut-être avec des tests psychométriques, peut-être avec des tests de compétences en amont, d'aller chercher la personne, le profil et non pas l'expérience qui serait parfaitement en adéquation avec la fiche de poste. Et c'est pas les technologies qu'on propose d'ailleurs chez nous, mais je suis vraiment intimement convaincu que ces technologies justement d'évaluation des compétences de diverses façons, et la science aide là-dedans, est une bonne chose.
Florian, est-ce qu'on ajoute quelque chose? Oui, là-dessus, je dirais, moi, ça me remplit de joie parce qu'on va enfin arrêter, après plus de 20 ans de carrière, de recruter des gens sur la base de CV, expertise notée ou présentée. On va peut-être finalement, quand on n'arrête pas de dire l'humain, ben, peut-être recruter un humain. Donc, on va Mhm. regarder en fait le track record de la personne, son parcours. Et moi, je m'intéresse autant à son parcours de compétences professionnelles qu'à son parcours personnel, parce qu'il y a des choses qui viennent enrichir. L'un et l'autre enrichissent les deux et enrichissent l'individu qu'on a en face de nous. Tu le mentionnais, Thomas, peut-être qu'on va faire des évaluations qui vont être plus portées sur le potentiel cognitif, les capacités de ce que je suis capable de mettre en œuvre et déployer. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est à l'aise dans un environnement où je vais devoir créer des choses? Est-ce que je suis quelqu'un qui a plutôt une capacité à pouvoir normer puis structurer des environnements? Et donc, on va se centrer sur ce type de profil et on va regarder évidemment les attentes qu'on a vis-à-vis du rôle qu'on a au niveau des compétences techniques à assimiler. On va enfin sortir, je l'espère, de ce truc de OK, il a fait ça, il a acquis telle compétence, donc il va être capable d'avoir du succès chez nous pour faire ça. Et on va rentrer dans il a le potentiel de faire ce genre de choses, et nous, on va lui enseigner telle ou telle chose pour qu'il soit en mesure d'exécuter telle ou telle chose. On va retourner dans une relation, je le souhaite vraiment, peut-être que c'est moi, vous pouvez dire que je suis naïf, mais j'ai le souhait vraiment que ce soit un travail de concert entre l'entreprise qui forme l'individu, qui l'aide à se développer, puis l'individu lui-même aussi qui se met en chemin pour grandir, puis se développer dans la fonction, puis livrer le meilleur de lui-même. Donc on va devoir balancer un petit peu notre jugement entre technique, compétences acquises et puis potentiel à développer ou à amener. Puis on va se donner peut-être le droit, j'espère, de faire des essais-erreurs aussi. Exactement. Je vais prendre le temps pour une dernière question. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup, les gens à la maison, les gens au bureau. Vous participez très, très, très activement. C'est intéressant de voir vos questions. Malheureusement, on ne pourra pas y répondre dans l'ensemble. Je vais avec une dernière question, un mot de la fin en même temps. On nous demande ici, on parle à la fois du concept et de l'outil, donc ce sera à vous deux de répondre. Comment justement ces concepts-là viennent s'inscrire, je m'adresse à toi, Florian, dans un programme de gestion de la performance ou de développement en organisation? Puis après ça, la réponse de Thomas par rapport à l'outil en lien avec ça. Donc, comment on vient inscrire tout ça dans un programme de gestion de performance et de développement? Commençons par toi, Florian. Je vais être un peu philosophique 2 secondes, mais je pense que la gestion de la performance va passer pour moi par la capacité à la personne à se développer puis à grandir dans l'organisation, sa disponibilité à pouvoir assimiler de l'information, des nouvelles choses, des nouvelles compétences et à pouvoir les mettre au service de l'organisation. Et on va devoir sortir je pense, d'un paradigme actuel qui est on ne regarde uniquement que la capacité qu'on a de livrer plus de choses, des unités de valeur. Et ça, c'était un héritage de l'ère industrielle. On l'a vu, Thomas nous l'a présenté au début dans la frise, où en fait, on mettait un nombre d'éléments sur une chaîne de production, puis on comptabilisait le nombre de productions qui étaient sorties, le nombre d'unités de valeur qui étaient sorties. Il va falloir sortir de ce modèle de travail-là. Et donc, l'évaluation de la performance ne pourra plus être sur l'unité qui est produite, mais sur la valeur offerte à l'organisation. Donc, ça paraît un peu pelleteux de nuages, mais je pense que si vous me suivez, l'idée, c'est de dire que comme l'IA va rentrer, elle va accélérer notre capacité à produire à l'unité. On ne peut pas comparer l'humain et évaluer sa performance sur les mêmes critères. C'est perdu d'avance, c'est peine perdue. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder la valeur ajoutée et le potentiel de la personne à se développer, à croître dans l'organisation et à amener de la valeur à d'autres endroits. Autrement dit, je rentre avec une compétence X ou Y, mais des capacités, et je vais être capable de mettre ces capacités à profit dans d'autres départements, sur d'autres produits, dans d'autres services. Ça va nous demander une très grande souplesse à tous les niveaux dans la structure. On l'a dit tout à l'heure, on va plus piloter l'organisation par poste, mais on va la piloter par compétence. Donc c'est un très gros travail, c'est un très beau défi. Je sais que ça va être un sacré challenge pour les amis RH, mais je trouve que c'est un très beau défi pour nous, pour la suite, de repenser ces Merci. sujets-là. Merci beaucoup, Florian. Thomas, un mot de la fin pour conclure? Ouais, alors pour conclure, s'il y a des questions, en plus, n'hésitez pas, contactez-moi via LinkedIn ou moi, Florian. On a laissé en effet les coordonnées de Florian à l'écran, puis vous pourrez me trouver éventuellement sur LinkedIn si vous le souhaitez. Ça me ferait plaisir de continuer la discussion, évidemment. On a en effet pris le temps d'essayer de partager des concepts et de vous montrer ce que ça pouvait ressembler dans l'outil. On n'est pas rentré sur une démonstration détaillée, ce n'était pas l'objet aujourd'hui. Que vous souhaitiez en savoir un peu plus sur nous ou simplement parler de gestion de compétences, qui est un sujet qui nous passionne, n'hésitez pas à nous faire un petit suivi sur LinkedIn. Ça nous fera plaisir de continuer la discussion avec vous. Je sais que vous étiez nombreux et avec beaucoup de questions, donc n'hésitez pas, on sera ouvert à discuter avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Thomas et Florian. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expertise. On le voit effectivement, là, ça a suscité, ça a soulevé les passions, en fait, ici dans l'interface de questions. Et c'est signe que vous avez justement touché une corde sensible, je crois. Donc, merci beaucoup aux participants. Merci aux gens à la maison. Merci aux gens au bureau de vous être inscrits, excusez-moi, d'avoir participé avec nous à ce webinaire. Donc, si vous pouvez poursuivre la discussion, justement, on le mentionnait, on vous invite à contacter nos conférenciers. Dans les prochains jours, vous recevrez un lien par courriel donc pour revoir la présentation d'aujourd'hui, un lien qui sera valide pendant une durée de 6 mois. Et avant de quitter, je vous demanderai de prendre un instant pour répondre au sondage de satisfaction. Donc, évidemment, c'est ce qui nous permet de rester pertinent, de s'assurer que ce qu'on vous présente répond concrètement à vos enjeux dans les différentes organisations où vous œuvrez. Et en terminant, je vous invite à suivre nos événements donc sur le site web des affaires, que ce soit des événements webinaires, conférences ou formations. Donc, on vous invite à aller jeter un œil de ce côté-là. Et je vous remercie beaucoup. Mon nom est Charles-Édouard Carrier et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.